Bonjour Louise Aignan. Bonjour. Je suis Jérémy du Dernier Mot de Trop. Et au nom de toute l'équipe, déjà, on est fiers et honorés de vous avoir aujourd'hui pour cette interview. Moi, j'ai vu le film en avant-première, en projection presse. Je l'ai adoré. J'étais surpris. Je ne m'attendais pas à prendre ça en pleine face. Donc, je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à lui parler. À titre personnel, moi, je trouve que c'est un film qui est magnifique. En plus, le prix d'hier, bravo, parce que ça devait être quelque chose de fort. Oui, j'étais très heureuse. En fait, oui, le prix André Bazin des Cahiers du cinéma, c'est quand même... on s'expose quand on fait un film. Donc les prix, il y a un côté étrange parce qu'on nous met en concurrence les réalisateurs, réalisatrices. Donc des fois, c'est un peu... Bon, je sais pas trop quoi penser de ça, mais là, en gagnant ce prix, déjà il y a la figure tutélaire d'André Bazin, qui est un intellectuel que j'aime beaucoup, mais aussi, juste avant sa sortie, il y a quelque chose de rassurant. On espère aussi que ça va créer de la lumière sur le film, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de communication que les très gros films, donc quelque part ça crée aussi d'autres formes de mise en lumière. Donc non, j'étais très heureuse et le jury a dit des choses très belles, donc non, c'était un très beau moment. Ouais. Et alors justement, puisque là, il y a eu d'autres festivals, il y a eu d'autres prix Jean Vigo aussi, je crois. Le prix Jean Vigo, ouais. Voilà, et le film sort dans 10 jours, donc comment vous vous sentez en fait voilà. Oh ben moi, en fait, le plus dur c'était de faire le film. Oui. Donc déjà réussir à le financer, à l'écrire, à le tourner, c'était une très grosse aventure. Le montage aussi, c'est tout recommence à zéro, il faut tout reconstruire. Maintenant que le film a été montré en festival, je l'ai beaucoup accompagné. Là, j'ai fait plus d'une cinquantaine d'avant-premières. Donc j'ai rencontré le public à travers le pays. Donc ça, c'est très très intéressant pour moi de parler avec les spectateurs, de comprendre ce qu'ils ressentent. Donc du coup, là, la sortie, c'est imminent, mais c'est presque un soulagement parce que là, on est dans un entre-deux, entre la première à Cannes et il est dans les limbes. Il est vu, mais là, j'ai besoin qu'il m'échappe. Voilà. Ouais, c'est bien dit, ça. Voilà, qu'il vive sa vie, ça va être amusant à observer. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que le plus gros de mon effort, il était à faire avant. Donc là, je l'accompagne, mais voilà, on va voir. Et alors, revenons-en au film, parce que ça l'engloutit puise dans votre histoire familiale, votre arrière-grand-tante, oui. C'est ça. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter justement ce moment précis, et puis comment vous l'avez transformé, adapté pour le cinéma. Oui, en fait, il y avait un écrit anthropologique de mon arrière-grand-tante qui était un stit en montagne. Mon grand-père aussi qui écrivait des nouvelles qui flirtent avec le fantastique et sa vision qu'il avait de la montagne impressionnante où la montagne suggère le mythe, sa grandeur, son côté effrayant, son côté mystérieux, ces terres très hautes au-dessus où ne vivent même pas d'êtres humains. Voilà, il y a toujours un imaginaire qui est très développé à la montagne et par les montagnards, il y a beaucoup de légendes, donc moi c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et après, c'est une base, on va dire, d'images, d'idées, de sons, de même moi, mes expériences en montagne, puisque je suis une famille issue des Alpes. D'accord. Donc, tout cet imaginaire, il a toujours été très présent, à la fois la montagne au présent et la montagne au passé, par tous ces documents familiaux. Donc, pour moi, c'était quasiment une évidence. Enfin, ce film, je l'ai un peu en tête depuis l'adolescence, de faire cette espèce de western au féminin, de me dire, nous aussi, on a nos grands espaces, on a nos pionniers, on a une femme étrangère qui arrive dans une communauté fermée où elle va devoir s'imposer, les grands espaces autour. Moi, ça m'a toujours évoqué le western. Et donc, je me suis dit, ce moment de l'histoire, des débuts de l'école publique, il y a quelque chose aussi d'une histoire de pionnière. Et... Oui, elle est républicaine. C'est ça. Et son rapport aussi aux éléments, à la neige, au froid, comment tout ça va se passer. Il y avait une histoire qui était déjà prête, quoi. C'est une créature cartésienne, rationnelle, qu'on met dans un bain d'irrationnel parce que les gens sont plus portés sur une mystique ou des explications, je dirais quasiment animistes de la nature. Et du coup, en tout cas, c'est avec Anaïs Tellen, ma co-scénariste. L'idée de l'expérience du film serait... qui a réalisé L'Homme d'Argile aussi. Réalisatrice du très beau film L'Homme d'Argile, ouais. Que j'ai adoré aussi. Ça m'étonne pas. Vous avez du goût. Merci, c'est gentil, puisque vous disiez que c'est en gestation depuis l'adolescence, je l'ignorais. Mais vous venez du coup du documentaire et du théâtre.
Et en quoi ces expériences ont influencé la mise en scène de l'Englouti en fait? Comment on en arrive là? Le documentaire, c'est le rapport au réel, à la rencontre. L'envie de filmer les montagnards et non pas prendre des acteurs et les faire singer. Quelques acteurs non professionnels dans le film. La majorité. La majorité, ouais. Okay. Un long casting sauvage qui a mis en place Marie Cantel, la directrice de casting. Donc ça, pour avoir les corps contemporains de la montagne, avec des gens qui ont des métiers, éleveurs, moniteurs du ski, une peau qui a pris le soleil, ce soleil qui se reflète sur la neige et qui donne des peaux très particulières, et surtout des accents et un rapport à l'occitan alpin. Donc voilà, elle est allée dans les clubs de patois pour trouver des locuteurs. Donc ça, c'était très important. Et après, le théâtre, c'est aussi le goût de l'acteur professionnel, de sa force d'incarnation, de sa force de proposition, comme des alliés en fait. Et j'avais envie de la force d'abstraction aussi des acteurs qui ont une technique. Et du coup, j'avais envie de les mélanger, de voir ce que ça allait donner, pour qu'on soit dans cette forme de réalisme magique. Je veux pas juste arracher du naturalisme. Je voulais qu'on soit dans un univers... transfigurer le réel, quoi. Et voilà, exactement. Ça marche bien en tout cas. Ah merci. Non mais parce qu'effectivement, il y a une séquence que j'adore, c'est le passage du Nouvel An, du 1900. Ouais. Où il y a une sorte de célébration. Moi j'ai presque été en transe d'ailleurs. Ah tant mieux. Ah oui, on a travaillé pour ça. Pour que voilà. ça soit hypnotique et que ça parte dans la transe. Ça c'est aussi grâce à Émile Sornin, le compositeur. Voilà, oui, la musique. Et l'idée de cette vielle à roue, voilà, avec une espèce de spirale à la fois de la vielle à roue, de la ronde, et que nous, on parte. Et hop, ça y est, c'est le nouveau siècle. C'est ça. Et du coup, cette scène, je reviens à ce que vous disiez par rapport à la direction d'acteurs professionnels ou non professionnels. Il y a une part d'improvisation dans cette séquence ou dans d'autres, d'ailleurs dans le film, où c'est vraiment tout était ultra maîtrisé, cadré. Il y a des règles, je donne des règles du jeu à chaque fois. Là, par exemple, la scène de danse, il y avait un chorégraphe de rigodon, cette danse s'appelle le rigodon, donc c'est une danse traditionnelle. Ils avaient répété 2 week-ends, donc ils devaient faire la chorégraphie qu'on avait dit. Et ensuite, ceux qui doivent avoir des jeux de regard le savent. Et après on sait qui va danser avec qui, il y a toute une chorégraphie et après ils savent on leur a mis la musique à fond. J'aurais pu le faire sans musique pour avoir le vrai son des sabots sur la terre battue, les vrais sons des vêtements, etc. Parce que des voix, parce que tout ça il faut le refaire après, donc c'est du temps. Oui, mais en fait mais je me suis dit il faut favoriser l'ambiance pour qu'il y ait quelque chose de vibrant et qu'eux-mêmes partent dans la folie de cette fête, parce que bien sûr ils n'ont pas vraiment bu, donc tout ça, il n'y a que la musique qui aide au lâcher prise. Donc il y avait la musique à fond qui n'est pas la musique du film, qui était une vraie musique traditionnelle. D'accord. Qui c'est juste que c'est le même tempo, donc après le compositeur a retravaillé une autre musique qui était celle du film en fait. Je voulais qu'il n'y ait pas de différence entre la musique de la fête et la musique du film pour une histoire de cohérence. Voilà, et d'ambiance, qu'on soit dans le conte, dans le western, il s'est inspiré d'Ennio Morricone. C'est de la musique traditionnelle détournée. Et donc, le fait de les faire danser sur une certaine musique et de mettre une autre musique après par-dessus, fait qu'à l'écran, il y a quand même un petit décalage. Et c'est ça aussi qui crée la transe et la folie de la fête, c'est qu'eux n'ont pas dansé dans cette musique. Donc, ils ont une danse plus rythmée et après j'ai une musique un tout petit peu plus molle et du coup il y a un truc un peu étrange qui se crée et je pense qu'il crée un peu l'aspect d'ivresse de la séquence. Merci pour cette révélation. Du coup je me demande comment elle a fait, parce que moi c'est vraiment une séquence qui m'a marqué, je dirais même cette année au cinéma, c'était très marquant. Mais en fait c'est en cherchant le décalage, ce que vous avez dit avant, la transfigurer le réel. Si on reste trop collé au réel, c'est des astuces qu'ont tous les metteurs en scène pour un peu, toujours décaler. Parfois c'est plus intéressant de décaler un petit peu parce que ça va donner la même chose mais avec une étrangeté qu'on n'arrive pas à nommer, et c'est là qu'il y a du mystère qui se crée. Donc voilà, je sais plus, je crois que c'est Manuel de Oliveira, je crois que c'est lui. Il avait monté tout un film en musique avec je sais plus quelle musique d'un grand compositeur de musique classique ou baroque, je sais plus. Et après, une fois qu'il a fini de monter sur ce rythme, sur ce tempo-là, sur cette ambiance-là, il a enlevé toute la musique. D'accord. Et il a regardé ce que ça faisait. Et en fait, ça crée en effet un rythme qu'il n'aurait pas forcément imaginé s'il avait monté sans musique.
Donc c'est aussi nous de se donner des contraintes, des hasards. Moi j'aime bien chercher des méthodes comme ça. Ah ouais, je vois ça. En fait c'est libérateur, parce que si on doit tout imaginer nous-mêmes, c'est quasiment impossible. Alors, justement, je parlais de Manuel de Oliveira. Je me trompe peut-être, mais moi j'ai ressenti qu'il y avait certains cadres ou certaines compositions d'images qui sortaient d'un univers mythique, quoi. Et moi j'ai pensé à Sergueï Parajanov, Les Chevaux de Feu. Je sais pas si vous. Ouais, moi je connais surtout. Sayat-Nova. Oui, aussi. J'adore Sayat-Nova. Bon, très bien, je me suis pas trompé. Ouais. Voilà, parce que donc mélange de communauté, de sensualité et puis de fantastique aussi. Ouais. Comment vous avez travaillé cette stylisation poétique, tiens d'ailleurs, question. Je pense en partant du réel toujours, c'est-à-dire la montagne m'offre une étrangeté, des conditions lumineuses, peu de sources de lumière dans les intérieurs, des extérieurs éblouissants, un décor vertical qui est du coup tout le temps dans le fond de cadre. Le choix de 4 tiers qui rend le huis clos au plein air étouffant, qui en sert. Donc en fait, comme je viens du documentaire, il y a aussi le fait de toujours traquer dans l'image ce qui va la décaler, ce qui va lui donner un aspect pictural, mythologique, de traquer dans le réel les symboles. Donc je pense que j'avais pas une idée préétablie de l'image que je voulais, c'est que je suis partie de toutes ces envies et qu'en les travaillant, on émerge une esthétique. Et aussi, je pense que, par exemple, c'était pas pensable pour moi de faire un film caméra à l'épaule. Il y a des réalisateurs qui font des films absolument magnifiques dans cette esthétique-là. Moi-même, dans mes documentaires, je ne le fais pas. C'est toujours une caméra sur pied. J'ai besoin de réfléchir où je veux mettre la caméra, quel va être le point de vue, mais au niveau le plus basique, c'est-à-dire où je mets l'emplacement de la caméra. Et d'essayer d'avoir le découpage le plus simple possible. Ça me permet d'essayer de comprendre la grammaire dans une espèce d'économie la plus simple possible pour donc ça émerge après quoi, d'essayer de comprendre comment je vais articuler les choses et si je peux faire le plus simple possible, alors je vais partir de là. En fait il faut se donner des règles, donc moi ça m'aide, donc je me disais peut-être que le prochain film sera totalement à l'épaule, c'est ça, on ne sait jamais. Non mais je me disais, est-ce que cette scène peut se faire en un plan? Non, parce que j'ai besoin de ça, voilà, je réfléchis comme ça, donc j'ai besoin de ce contre-champ pour créer ça, etc. Donc en fait le film il est en plan fixe, il est en panoramique. Et il y a aussi des travelling arrière, très peu. J'avais besoin d'une grammaire minimaliste pour réussir à comprendre ce que je faisais, à composer le plan et que la mise en scène émerge d'un travail sur l'arrière-plan. Par exemple, il y a beaucoup de jeux d'échelle, des avant-plans, un personnage tout petit au fond, un personnage proche devant. Oui, c'est vrai, la profondeur de champ est importante. Voilà. En fait, ce qui est génial avec les jeux d'échelle, c'est que si on filme une montagne et un personnage devant, ils sont à la même taille. Et donc ça me plaisait, voilà, de beaucoup réfléchir à la perspective. Par contre, ça me vient plus instinctivement. Donc, comme on est beaucoup dans la rapidité et l'inconscience quand on fait un film, beaucoup surtout favoriser le travail du hors-champ par le son, les travails de jeu d'échelle, avec quelques plans sophistiqués, mais je me disais, voilà, le temps que j'ai envie de mettre sur ce film, c'est pas dans des installations de machinerie qui vont prendre 3 heures. J'ai envie de prendre le temps avec les acteurs, profiter des surprises que va nous proposer la nature. D'un coup, il y a la brume qui arrive, vite, on va pouvoir faire la scène la brume. S'il faut faire une install de 3 heures, on l'a perdu la brume. Donc si je veux pouvoir profiter des accidents et des surprises, il faut être simple. Oui, dès le début. Et en plus, déplacer une caméra dans la neige, en montagne, ça peut être facile. C'est très compliqué. Donc voilà. Mais d'ailleurs, justement, je me demandais, parce que vous n'avez pas pris la facilité pour un premier long de fiction, je veux dire, ça s'est passé comment le tournage? J'ai pas eu trop de problèmes ou c'était... Non, un tournage, c'est des problèmes tous les jours et le travail, c'est de trouver des solutions. Voilà. Après, on était quand même bien entourés. Les conditions, par exemple, de sécurité, les maisons étaient chauffées, les acteurs étaient bichonnés. Voilà, après, moi, je pense que dans le film, on ressent le froid, la peur, etc. Mais nous, on riait et on était dans des paysages magnifiques. Je crois que le plus dur, c'était quand même les intérieurs, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on avait froid aussi dans les intérieurs, les maisons n'étaient pas isolées. Anna Lemuel, décoratrice, c'est ça? Alors ça, je me souviens que quand j'ai vu Conan la Barbare, et de Bertrand Mandico... Ah oui, elle est reine du drame. Elle a fait aussi la déco du ravissement, et de Saint-Omer aussi. Voilà. Et de Saint-Omer, elle est ça, quand j'ai vu douée. Les deux premiers, donc Mandico et Langlois, je me suis dit que c'est très glam, c'est très surréaliste. Ouais.
Et là, du coup, quelque part, quand on voit les décors du film donc, en intérieur, on est dans le réel, dans la transfiguration du réel, et je trouve que ça marche super bien du coup de l'avoir choisi. Je sais pas d'ailleurs comment ça s'est fait la rencontre. Elle n'avait pas encore tourné Les Reines du Drame. Ah, d'accord. C'est Marine Atlan, la chef d'artiste, qui nous a mis en contact. Et en fait, Anna m'a montré ses décors pour Saint-Omer et Mandico, qui m'ont énormément plu. Et après, le temps que le film se fasse, elle a fait le film d'Iris Kaltenbach, Le Ravissement et Les Reines du Drame d'Alexis Langlois, que j'ai énormément aimé. Et c'est vrai que c'est des approches très différentes à chaque fois. Mais en fait, Anna, elle aime les décors expressionnistes. Oui. Elle a beaucoup d'humour. Et du coup, elle aime aussi les objets bizarres comme moi, détourner des objets traditionnels ou des outils ou voilà, on a beaucoup ri en cherchant par exemple la Marianne en plâtre. Il y a une collection au Sénat de Marianne des premiers temps des écoles publiques. Où en effet, c'était des objets quasiment naïfs, avec des têtes bizarres. Voilà, on aime toujours chercher le bizarre et l'étrange dans des documents réels. Donc on s'est très bien entendu. Dès qu'un outil était effrayant, était plein de pics, on dit on va le mettre dans les coins pour qu'il y ait des dangers partout. Elle a une équipe formidable autour d'elle. Ah bah, belle complicité apparemment. Et voilà, et en fait, ce qui a été bénéfique au film, c'est qu'elles ont beaucoup l'habitude de travailler ensemble avec Marine Atlan. Donc tout ce qui est le rapport à la couleur, le rapport à la lumière, elles sont très complices là-dessus. Et du coup, je pense qu'on a aussi gagné beaucoup de temps du fait de leur habileté commune. Moi, c'est vrai que dans ce film-là, j'étais en immersion totale. Donc, je pense que c'est grâce à tous ces gens que vous avez cités. On va parler aussi des acteurs, parce que c'est vrai que pour l'instant, je parle de l'équipe technique, mais Galatea Bellucci, vous l'aviez vu dans le Chien de la Casse. Chien de la Casse. Ah oui, je l'ai vu dans Chien de la Casse, mais en fait, quand je l'ai rencontré, j'avais pas encore vu Chien de la Casse. D'accord. Je l'avais vu dans l'apparition de Xavier Giannoli. Ok, oui. Où en fait, elle joue une jeune femme toute jeune, fervente, qui a vu la Vierge. Ah, c'est celui avec Vincent Lindon. Exactement. Oui, ok. Et en fait, du coup, ce côté, cette ferveur, cette foi qu'elle semble avoir dans le film de Xavier Giannoli, j'arrivais à me transposer sur une jeune femme, une missionnaire laïque, qui a une foi républicaine, qui a un idéal vissé au corps. Et je l'ai totalement imaginé pour le personnage d'Aimée. Donc c'était un choix assez rapide. C'est la première que j'ai vue en casting. Ah oui, d'accord, direct, ok. Et voilà, elle me rappelait Catherine Mouchet dans Thérèse d'Alain Cavalier, okay, oui. Avec sa musicalité de voix. Donc c'était un coup de cœur. Et comme elle a beaucoup aimé le scénario pour le défi aussi physique que ça représentait, être avec une robe lourde dans la neige, dans la montagne, il y avait quelque chose où il y a une incarnation immédiate pour les acteurs. Ils n'ont pas à tout créer de zéro. Parce que déjà, ils doivent faire attention de ne pas s'enfoncer dans la neige ou de ne pas glisser. Oui. Que voilà, ils doivent la démarche avec certaines chaussures, cette robe, ce corset, le froid qui prend le corps. En fait, il y a quelque chose de tellement réel. Elle est un peu intrépide. Donc le côté d'imaginer la difficulté d'être dans le vent, en altitude, je pense, a beaucoup joué dans le fait qu'elle ait envie de faire ce film. D'accord. Il faudrait lui demander, mais je crois qu'elle... Elle est exceptionnelle en tout cas, moi j'étais vraiment convaincu. Et alors du coup, puisque je sens qu'en discutant vous êtes cinéphile, et ça fait plaisir. Donc on avait parlé tout à l'heure de Parajanov, et quelles sont les autres références pour L'Englouti ? Je dirais une palme d'or oubliée qui est L'Arbre au sabot de Ermanno Olmi. Je n'ai pas oublié, mais oui, c'est vrai qu'il était... Mais en fait, j'ai remarqué qu'il est un peu passé à la trappe. Une vision d'un monde rural, italien pour le coup. Je me suis beaucoup inspirée pour les costumes. Ah oui, oui. Les lainages rayés, voilà, avec Johanna Rossi, la chef costumière. C'est beaucoup amusé à tirer des références de ce film. L'observation aussi du réel, de cette vie-là, la façon de regarder le monde rural. Je dirais qu'il y a le western de André de Toth, un western des années 50, dans la neige des Appalaches, qui s'appelle La chevauchée des bannis, Day of the Outlaw. En fait, ce que j'aimais, c'était le côté western au ralenti. Okay, c'est-à-dire, ouais. C'est vraiment un classique western de guéguerre entre les propriétaires terriens et les cow-boys et les femmes au milieu, qui n'ont rien demandé. Et l'histoire est géniale parce que, en fait, les courses-poursuites, c'est au ralenti parce qu'il y a de la neige jusque-là, les chevaux s'enfoncent. Si je veux tirer sur mon ennemi, en fait, j'ai les doigts gelés, ils n'arrivent pas à tirer sur la gâchette. Il y avait quelque chose que j'adorais de cette aventure gelée. D'ailleurs, je vais présenter le film le 31 janvier à la Cinémathèque,
D'accord. Ouais, parce qu'il y a une rétrospective André de Toth. Et ils m'ont demandé de présenter ce film vu que c'était une référence. Ah, vous avez dû être contente, je suis très fière. Et en plus, j'ai très envie de le montrer et que les gens le voient. Et je dirais aussi, c'est aussi un lien au western, c'est La dernière piste de Kelly Reichardt, qui est un film plus récent. Un récit à l'os avec un ennemi invisible. Un danger qui peut surgir à tout moment et ça crée une tension alors qu'il se passe quasiment rien. Ça j'ai adoré ce film. Ouais, je dirais aussi Jour de colère de Dreyer, dans la simplicité des cadres, à la mystique, à la sorcellerie, aux préjugés, les archétypes du féminin et puis la force de la simplicité de sa mise en scène qui est en réalité extrêmement sophistiquée mais ça se voit pas. Dreyer c'est un maître. Hein. Exactement, c'est un maître. Donc voilà, je dirais peut-être déjà c'est déjà très bien, ces 4 films. On peut dire Lazzaro Felice aussi, de Alice Rohrwacher. Excellent. Voilà. Vraiment son approche grouillante et son réalisme magique, ça j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Moi aussi. Alors du coup, je voulais y venir, parce que le film, alors, sans rien révéler, bascule petit à petit vers le fantastique. Je m'y attendais pas du tout. Et il bascule pas vraiment vers le fantastique. Oui, alors voilà, justement, ce que je pensais, c'est une question de suggestion. C'est une question de point de vue. Voilà, oui. C'est-à-dire que, c'est le fantastique comme en littérature, c'est-à-dire c'est la vision altérée du héros. C'est la façon dont le héros regarde le réel, parce qu'il est soumis à ses fantasmes et à ses peurs, et du coup, il voit la réalité d'une certaine façon. La réalité se transforme avec son émotion. Et là, c'est aussi l'inexplicable qui crée une tension dans le village et qui fait qu'on va interpréter les événements d'une certaine façon et qui va vers le mythe, vers les archétypes du féminin, les archétypes de la sorcière. Oui, mais en fait, on peut lire le film d'une façon totalement rationnelle jusqu'au bout, alors qu'il a une fin très ouverte, mais qui peut être interprétée de manière totalement rationnelle. Mais moi, justement, c'est ce que j'adore dans ce film, c'est que chacun peut l'interpréter comme il veut, quoi. Et ça, pour arriver à faire ça, bravo. Ça va pas être facile. Il y a un côté ethno-folk, je dirais aussi, dans ce film-là. Mais voilà, juste une dernière question qu'on doit poser dans notre collectif Le Dernier Mot de Trop. Si vous deviez résumer l'Englouti en un seul mot. Mystère. Parfait. Merci Louise Aymon. Merci à vous.